1er avril 1978. Lettre de Satprem à sa mère. Haroud. Ma petite mère aimée. Nous avons couru et parcouru l'Inde du Sud en quête d'un lieu de paix. Et quand nous nous désespérions de trouver l'endroit vrai, nous avons subitement, dans les montagnes des Nilgiris, découvert une merveille. Un village tout bâti, et il est aussi laid que toutes les cabanes de ciment qui prolifèrent dans l'Inde avec les bébés, et nous pensions partir plus loin, lorsque nous avons pris une petite route. Un chemin qui serpente à travers les plantations de thé, puis une forêt, une merveilleuse poche de forêt primitive, des mimosas gigantesques, des eucalyptus, puis une petite clairière, et c'était la maison, à flanc de montagne, tout embrassée par la forêt et le silence. Une prairie autour et des quantités d'oiseaux. Une forêt pleine d'oiseaux et de papillons, des biches aussi, des faisans, des singes qui volent les baies sauvages en grinçant des dents. Un merveilleux silence pur et si doux. Comme si cette maison, au milieu de la clairière, était bercée par la nature. Pas de vibrations humaines. Et pourtant, c'est seulement à 3 kilomètres de ce village. C'était l'endroit. Cela s'appelle Haroud. Nous sommes tous charmés. Nos amis de Delhi ont donc acheté la maison pour nous. Puis nous sommes retournés une dernière fois à Pondichéry faire notre déménagement clandestinement dans la nuit avec l'aide de nos amis d'Auroville et ouf, oh, ouf et ouf, quel soulagement de ne plus respirer cet air méchant et empoisonné. J'en étais malade de toute cette haine autour de moi. Sujata et moi, nous sommes comme des écoliers en vacances après ces 4 années de misère depuis le départ de mère. Nous allons bâtir un lieu où mère pourra être vraiment dans la joie du travail. Ah, fini de toutes ces églises spiritualistes aux longues griffes, de l'air pur, simple. On ne fait pas d'histoire, on travaille pour mère, c'est tout. Comme j'aimerais que tu viennes voir notre nouvel endroit. C'est à 2000 mètres d'altitude, mais comme c'est très près des tropiques, la température est relativement douce, quoique froide la nuit. Nous faisons du feu le soir. L'hiver est très froid, mais pas autant qu'en Occident. J'ai sauvé mes pigeons blancs du naufrage de Pondichéry, et ils volent dans la prairie autour. Il y a aussi des pêchers. Nous allons planter des pommiers, des poiriers. C'est si joli. La grande clairière est à flanc de montagne avec des jardins en terrasse qui descendent vers la forêt et sont cernés par la forêt. Pour l'instant, ce ne sont pas des jardins, mais de l'herbe à vache. Mais nous allons en faire un paradis. Même notre Lakshmi nous a suivis ici avec sa vache et son chien et son veau. Et puis déjà, nous avons formé l'embryon d'une équipe d'amis travailleurs. Nous allons publier l'agenda en anglais, en français, en allemand, en italien. Haroud va devenir le nouveau lieu d'où mère pourra rayonner sans dogme et sans business spirituel. Nous serons donc un premier noyau avec Sujata, la douce toujours souriante, qui retrouve ses chansons et une nouvelle jeunesse. Nous allons tous les jours explorer la forêt, découvrir de nouveaux endroits. Il y a des petits ruisseaux qui coulent sous des arbres de toutes les couleurs de feuillage, des fougères hautes, et si on monte le flanc de la montagne au-dessus de la maison, ce ne sont rien que des bois de mimosa et d'eucalyptus. On respire si allègrement. On est en train de s'organiser, mais c'est un peu le camping. Il faut aller chercher les provisions à 3 kilomètres. Nous avons un gardien qui s'appelle Victor, figure-toi. Note de bas de page, le frère de ma mère s'appelait Victor. Et qui fait nos courses avec les petits travaux de la maison. Mais c'est une maison très moderne. Il y a même un téléphone tout installé, 2 étages. Même les meubles sont là, mais il faut tout réparer, arranger. Les toits sont à refaire, les salles de bain sont à refaire. On s'amuse.
Et alors figure-toi qu'à 200 mètres de ce paradis, il y a un deuxième paradis. Là, au bout du petit chemin à flanc de montagne, après Harwood, on débouche subitement sur une grande allée jonchée de fleurs violettes, et puis une colonne blanche qui soutient un bout de toit, et c'est le ciel, partout le ciel, une maison immense, tout en véranda à petites fenêtres, comme un bateau en plein ciel. C'est le bout de la montagne, le bout de la forêt. On dévale brusquement 2000 mètres plus bas sur les plaines tamoules. Une vue comme une mouette. C'est le bout du monde. C'est ainsi que Sujata a appelé cet endroit. Du vent, beaucoup de vent. Des plantations de thé plus bas, de grands eucalyptus centenaires au-dessus, et cette cabine de bateau posée au bord de l'espace. C'est Land's End, le bout du monde. Nous comptons donc habiter là finalement, lorsque le propriétaire aura fait baisser un peu ses prix. C'est l'Institut de Delhi peut-être qui achètera le terrain. Ainsi, notre équipe de travailleurs aura plus d'espace à Harwood et Sujata et moi, nous habiterons notre vaisseau dans l'espace. C'est là que nous installerons notre superbe imprimerie. Et c'est de là que Mère va rayonner sur l'Inde et sur le monde. Beaucoup de travail, beaucoup de joie et une équipe de travailleurs heureux qui fabriquent l'avenir, ce si bel avenir que Mère voyait et voulait et que nous pouvons bâtir si seulement nous consentons à la joie au lieu de consentir à la misère et à la souffrance. Voilà, c'est tout un programme pour la Terre. Nos amis de Paris vont bientôt venir nous rejoindre ici. J'ai besoin de vêtements chauds que nos amis vont nous apporter, mais j'ai pensé à quelque chose qui serait très utile et que j'aimerais beaucoup avoir. Peux-tu me faire fabriquer une bonne cape bretonne, comme la tienne exactement, avec cette espèce de laine dedans qui tient si chaud? Ce serait épatant ici. Veux-tu arranger cela pour moi dès que possible? Exactement le même modèle que ta cape. Alors j'aurai l'impression de marcher avec toi dans ce pays qui n'est pas la lande, mais qui est la beauté de notre cœur large et libre. Je suis si heureux. Je retrouve ma jeunesse, comme si je secouais des années de misère. Sujata et moi, nous t'embrassons bien tendrement. À bientôt. Nous sommes ensemble de toute façon. Nous marchons pour toujours dans un grand royaume de paix où le cœur est libre et content. Satprem. 2 avril 1978. Lettre à Nicole à Auroville. L'air est meilleur ici. Cela devenait un peu suffocant là-bas. Enfin, je crois bientôt pouvoir me remettre à mon vrai travail dès que notre camping ici sera mieux organisé. Ici, où? C'est le secret de notre paix. J'espère qu'il durera. Et je crois que mon départ avait aussi sa nécessité pour Auroville. Il est bon que chacun trouve son contact direct avec Mère, sans intermédiaire. Les intermédiaires, c'est la vieille peste des religions. Sri Aurobindo et Mère sont venus justement pour mettre le divin directement dans la matière, ou plutôt pour user la couche dure qui voilait cette présence immédiate à nos yeux. Maintenant, il faut ouvrir les yeux et les oreilles. Chacun doit chercher à écouter et à voir. Rien n'empêche le contact et l'inspiration juste, sauf l'ego et la complication mentale. Et puis où que je sois, tu sais bien, et vous savez tous, que je ne vous quitte pas. Je continue le travail, le même, le vôtre, le nôtre, celui de la terre nouvelle. Auroville est un de ces lieux. Il faut faire pousser beaucoup d'Auroville et ouvrir beaucoup de cœurs à la simplicité de la merveille. C'est cela mon rôle. Mais entre tous, vous êtes chers à mon cœur. J'ai mesuré votre cœur, votre dévouement. Je vous serre dans mes bras. On continue. La victoire, elle est dans chaque petit geste pur.
avec tendresse à tous mes frères et sœurs, Satprem. J'ai encore avec moi l'amour divin que tu m'as donné au départ. Je reviendrai. Note de bas de page, l'amour divin, fleur de grenadier. 4 avril 1978, lettre recommandée d'André Morisset à l'Institut. Notre pigeon blanc, poursuivi par les corbeaux et noyé dans la fosse septique. Étrange comme les choses communiquent à notre insu. 7 avril 1978. Un camion débarque à Land's End. 3 arbres coupés. La nuit de grêle, on transporte les lits dans la véranda. Les grêlons sur les lits. Même le haut nous attaque. 8 avril 1978. Les marchands de bois viennent couper les arbres de Land's End pour faire monter les prix. Pour parler avec le propriétaire, la femme hideuse. Télégramme à Micheline. Note de bas de page, c'est Micheline finalement qui achètera Land's End, un cadeau royal. 9 avril 1978. On dirait que c'est la guerre. Pas d'eau, la boue partout, la malle de mer et mes papiers inondés. Cette nuit, la tempête de pluie, les lits comme un naufrage, pas de bois sec, comme si l'on voulait tout nous chasser d'ici. 10 avril 1978, accord pour achat Land's End signé à Ouchy. Lettre à Micheline. Chère Micheline, ces derniers jours étaient comme une furie dans les mondes subtils. En fait, depuis le 30 ou 31 mars, avec un sommet, le 4 avril, lorsque l'un de nos pigeons blancs est mort, attaqué par les corbeaux, poursuivi et noyé dans la fosse septique. C'est la signature nauséabonde de Morisset & Co. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et l'autre nuit, une tempête de pluie et de grêle, avec des grêlons jusque sur le lit de Soujata par les toits troués. On répare. Mais la force qui attaquait cette maison et continue de l'attaquer depuis une dizaine de jours est étrangement braquée comme un rayon maléfique. Oui, ils doivent bien comprendre l'importance de cet endroit et que si l'on arrive à établir ici une base solide, c'est leur fin, d'où la furie. Chacun ici le ressent ou le voit. Mais c'est presque charmant à côté de Pondichéry. On a de l'air libre à respirer, le corps est léger, sans cette chape de plomb sur les épaules et cette espèce d'étouffement physique que je sentais. Aussi, bien entendu, l'attaque s'est simultanément déclenchée sur Land's End. Je la sentais depuis plusieurs jours et j'avais comme une inquiétude pour cet endroit. Par hasard, entre guillemets, un vendredi soir, le 7, comme nous rentrions de notre promenade à travers la forêt et les plantations de thé sous Land's End, nous avons entendu un camion arriver dans Land's End. Ils ont chargé d'énormes tronçons de bois. J'ai fait parler le chauffeur. 3 arbres coupés. À ce stade, je pensais encore que c'était limité et que le propriétaire voulait gagner quelques milliers de roupies pour ses dépenses courantes. Mais d'abord, tu imagines le mal de cœur que cela peut faire. Ces gens devraient être fouettés en place publique. C'est vraiment le règne des Soudras. Note de bas de page. La dernière des 4 castes traditionnelles de l'Inde, celle des ouvriers et serviteurs des basses besognes, pour qui seul l'argent compte, et ils dévastent la terre partout.
Et le lendemain matin, par hasard, entre guillemets, nous avons vu une demi-douzaine d'abatteurs sortir de la forêt et traverser la prairie devant Harwood. Pourquoi passait-il par là sous nos yeux? Vraiment, la grâce veille à tout. J'interroge ces ouvriers. Ils vont couper tous les arbres de Land's End. Le bois de Land's End a été vendu à un affairiste pour 8500 roupies. Nous sautons avec Roger à Land's End pour constater les dégâts. 3 grands arbres avaient déjà été coupés, plus 7 moyens. Des arbres de plus de 60 ans, des eucalyptus géants. Oh! Si tu avais vu ce trou dans le petit bois de Land's End, ces mognons déchirés. Alors j'ai sauté à la gorge de l'affairiste. Je lui ai offert cash 13 000 roupies pour le bois qu'il avait entièrement acheté pour la somme de 8 500 et plus un arbre coupé. On a renvoyé les bûcherons. Il restait seulement le cadavre de 2 arbres qu'il n'avait pas pu embarquer dans le camion la veille. Puis on s'est attaqué à ce salaud de propriétaire. Entre-temps, je t'ai télégraphié avec Sujata. C'était évident, du chantage pour nous obliger à acheter sa propriétaire pour un lac de roupies, ce qui est fabuleux. Note de bas de page, une lac égale 100 000 roupies, une roupie valait alors un peu moins d'1 franc. Ce qui est fabuleux, il y a 50 000 roupies de réparation. La maison ne vaut pas plus de 60 000 roupies. Mais la maison dévastée de sa forêt, c'est inachetable. Et je ne voudrais pas rentrer dans cette dévastation. Les arbres vivants, si beaux, qui ont mis tant de temps et d'amour pour pousser, et puis craquent pour 8 500 roupies. Oh, je te passe l'affreuse discussion avec ce bonhomme. Et surtout sa sorcière de bonne femme. 2 jours de discussion. La rapacité, le cœur de pierre. Sujata était là comme Kali. Sans Land's End, c'était la ruine de nos projets. Il fallait ces 2 maisons pour loger notre équipe, plus la machine et les installations. Harwood ne servait à rien sans Land's End, et alors il fallait quitter l'Inde. Si cela ne marchait pas, c'était le signe pour moi qu'il n'y avait plus qu'à quitter l'Inde et faire notre centre ailleurs. Enfin voilà, il y a une grâce qui s'appelle Micheline. J'avais téléphoné entre-temps à Delhi, mais c'était difficile pour eux d'acheter coup sur coup 2 maisons. J'avais honte de frapper ainsi aux portes. Et c'est avec tristesse que Sujata te télégraphiait. Jamais de notre vie nous n'avons demandé de l'argent. Oh, parmi les attaques de ces derniers 15 jours, il y avait toute ma vieille formation de sannyasine qui revenait. Moi qui rêve de vivre à demi nu dans une cabane solitaire et sans voir personne, j'étais devant cette folle maison, Harwood, en pleine réparation, avec 1000 problèmes domestiques, et j'allais acheter une 2e folle maison, encore plus folle. Si vraiment je n'avais pas la certitude que mère me conduisait et qu'elle avait un plan ici, tout cela serait fou et archi-fou pour n'importe quelle personne sensée. Depuis 4 ans, je n'arrête pas de prendre de folles décisions sans savoir pourquoi, ni où je vais, ni si j'ai raison ou si je me trompe. C'est ainsi. Alors, le sannyasine, là-dedans, est mis à rude épreuve. Tu sais, on claque les portes et on part dans la forêt, si légèrement. Mais il y a l'œuvre de mère que je ne peux pas laisser tout là, donc je continue. Donc il y a Micheline et j'ai télégraphié à Micheline. Tout de même, je t'embrasse, ainsi que Sujata, avec gratitude. Sans toi, une fois de plus, l'œuvre était compromise ou en panne. Je compte me mettre aussitôt à mon vrai travail, ce tome 2 de l'agenda. J'ai oublié de te dire que j'ai reçu une lettre si enthousiaste de C.P.N. Singh.
au sujet de la merveilleuse machine. Note de bas de page, C.P.N. Singh, ancien ambassadeur de l'Inde au Népal puis au Japon, était un proche collaborateur du Pandit Nehru et un intime conseiller d'Indira Gandhi. Après le départ de Meher, il a beaucoup aidé à protéger Satprem contre les attaques des trustees de l'ashram. Il a, tout de suite, compris l'inestimable valeur de ce document inédit et menacé, l'agenda, qui était sous la garde de Satprem. Il n'y aura plus aucune difficulté pour le permis d'importation. Le plus difficile, c'était l'exemption de douane. Kirit et C.P.N. remuent ciel et terre, mais le climat politique ici est très incertain, pour ne pas dire chaotique. C.P.N. est sous surveillance du CBI, la police secrète indienne, ce qui ne facilite pas les choses. On s'attend à l'arrestation prochaine d'Indira. Ce sera le signal d'un vaste bouleversement si cela arrive. Mais je crois que Meher calcule tous ses pas et que rien n'arrivera avant que toutes les pièces du puzzle ne soient exactement en place, y compris notre centre. Une dernière chose me tracasse. À la suite de la lettre recommandée d'André Mauricet, X m'a dit en toute franchise que cela avait semé une sorte d'inquiétude, sinon plus, parmi tous nos amis de Paris. Des réactions de confusion et presque de panique. Il faut comprendre, une fois pour toutes, que l'action de ces gens est doublée d'une action occulte très reconnaissable pour tous ceux qui savent un peu ou sont un peu sensitifs. Leurs lettres, leurs actes sont invariablement accompagnés d'une vibration de peur. C'est le pouvoir de ces gens. C'est comme cela qu'ils règnent sur l'ashram. Il y a autour de tous leurs actes, comme une sourde menace gluante et insidieuse, qui n'a pas une origine humaine et qui fait toute sa force occulte. L'instrument de l'asura, c'est la peur, la menace, le chantage. Depuis 4 ans, je n'arrête pas de voir cette vibration jouer de tous les côtés et faire ses dégâts. Quand Baroun plus Kunuma ont écrit à la fond, cela a littéralement créé une panique et une confusion dans toute la maison. On a arrêté l'impression du tome 1 de l'agenda, puis repris l'impression, puis arrêté de nouveau, comme si ces gens ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Les tantriques manient parfaitement cette sale petite vibration très efficace. Son effet immédiat, c'est la confusion et la peur. Quand ils écrivent des lettres, leurs lettres relaient cette vibration-là. Alors vraiment, il ne faut pas tomber dans ce piège à la première occasion. Il faut regarder les choses avec sang-froid et appeler Meher. C'est exactement le pouvoir des fantômes. Ce sont des fantômes, comme dans les maisons hantées, et ils vous font froid dans le dos, s'ils peuvent. Et puis, on ne sait plus où on en est. Il ne faut pas accepter ça. Il faut jeter ça dehors à grands coups de pied dans le derrière. C'est très collant et insidieux, mais diable, Meher est plus forte que toute leur sale manigance. Sinon je serais mort depuis longtemps. Alors, courage et clarté. Et calme. Calme et clarté. Et ça se dissout comme des miasmes de marécage. Bon courage, nous arrivons au bout. Le bout est toujours difficile. L'asura se débat comme un moribond, il essaie tout ce qu'il peut avant de mourir, mais il ne réussira pas. Avec toi, très profondément, et le cœur plein de gratitude. Satprem. Meher nous met le nez dans la matière, impitoyablement et dans tous les détails. Probablement c'est là que la partie se joue.